Avant toute chose, c'est justement de pouvoir se dire qu'il faut faire avec d'autres. Donc, pour tous ceux à qui ça pose problème, c'est effectivement pas vivable au quotidien. Ça, pour moi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de ça. C'est de l'adaptabilité aussi, effectivement. Il ne faut pas se sentir mis en cause personnellement chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens où on l'avait envisagé, parce que ça arrive tous les jours et plusieurs fois par jour. Et donc, une certaine persévérance, c'est-à-dire que si on se décourage systématiquement, je pense que très rapidement, on abandonne. Donc, j'aurais tendance pour mettre des adjectifs pour répondre à votre question, parce que je pense que la liste pourrait être longue et elle ne serait jamais exhaustive. Pour moi, ça serait effectivement cette capacité à travailler collectivement, une certaine adaptabilité, et puis l'envie de justement d'agir sur ce collectif, et quelque part de ne pas avoir peur du contact, y compris lorsque le contact il peut parfois être désagréable. Ça arrive aussi. Mais à côté de ça, il y a énormément de satisfaction également. Oui, pour compléter la liste, capacité d'écoute. Voilà, il faut savoir écouter, savoir se remettre en cause. Alors, certain degré d'empathie, je pense aussi, parce que ça permet de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Bon, ça, c'est sûr que la capacité d'adaptation et le travail en équipe, c'est même plus des capacités, c'est des indispensables, quoi. C'est vraiment des principes de base pour exercer ce métier. Mais l'écoute, oui. Oui, moi j'ajouterais pareil, l'adaptation, la capacité d'adaptation, l'intérêt pour les autres, une certaine ouverture d'esprit, une certaine curiosité pour les gens aussi, c'est important. Oui, d'aimer le travail collectif, et sinon tout le reste a été dit, à mon sens. Alors nous, donc, dans le service, on est plusieurs, que des femmes. Moi, je travaille en binôme. Voilà, c'est vrai que c'est une habitude qu'on a prise parce que, la complémentarité, deux, on ne peut pas tout faire. Si on n'est pas là, c'est quand même important qu'il y ait une autre personne qui soit au courant. Donc que ce soit assistante RH ou gestionnaire RH, on travaille toujours à deux sur les dossiers. C'est indispensable. C'est indispensable parce que justement, on n'a pas la même vision forcément des dossiers. Ça permet d'échanger, d'appréhender différentes problématiques. Voilà, moi, c'est vrai que je vais avoir tendance à partir, voilà, et puis on va me dire, oui, mais techniquement, non, c'est pas possible. Si vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, vous allez foncer, puis ça va mal se passer. Donc, c'est vraiment d'échanger, d'avoir différentes façons d'aborder les choses, et puis de développer des compétences toutes. À notre niveau, on développe des compétences. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de règles dans l'évolution des compétences. Voilà. Déjà, alors, c'est les capacités des uns et des autres. Donc ça, il faut respecter les capacités des uns et des autres. Je dirais aussi, c'est vraiment, il y a une question de motivation. Et puis, faut être en effet persévérant. Moi, j'ai commencé assistante de justice. Je suis aujourd'hui directrice des ressources humaines. On me l'aurait dit à l'époque, c'est les opportunités qui font qu'on va évoluer, qu'on va prendre une voie spécifique en fonction des rencontres aussi. Parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous expliquer que ce métier-là, c'est passionnant. Et puis vous allez vous dire, oui, je me lance. Donc il n'y a pas de règles. Pour moi, il n'y a pas de règles dans le développement des compétences. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même des postulats de base sur l'écoute. Il faut aimer les gens, faut aimer le relationnel. Donc ça, évidemment, faut avoir ces qualités, mais il n'y a pas...
Nous, on est dans un système fonction publique, donc un système fonction publique qui répond à des règles un petit peu particulières. Je pense que tout est toujours possible. Après, c'est plus ou moins facile. On est sur un principe de concours pour ce qui est des fonctions publiques. Donc, tout dépend de la taille de l'établissement. Un responsable paye va assez généralement être en catégorie B. Après, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Et pour ce qui est des postes de direction dans la fonction publique hospitalière, comme je vous l'indiquais au départ, vous n'êtes pas particulièrement DRH. On est directeur d'hôpital au départ, et je pense que c'est important de se poser la question, y compris lorsqu'on veut devenir attaché, qui est la catégorie d'encadrement supérieur de la filière administrative. Quand on est attaché dans la fonction publique hospitalière, on peut l'être aux ressources humaines, on peut l'être aux finances, on peut l'être dans un secteur d'achat, de marché public. Et donc ça, c'est une particularité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dédié à une fonction. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est ce qui fait la richesse de ce métier, parce que quelque part, l'hôpital est fait de tous ces éléments, mais il est certain qu'on n'est pas dans une filière RH pure, et donc je pense qu'un responsable paye qui veut devenir DRH et que DRH, je ne suis absolument pas certaine que la voie qui lui convienne, ce soit la voie statutaire classique. Dans ces cas-là, c'est probablement pas la réponse aux aspirations. Alors nous, également fonction publique, donc je rejoins ce que dit Madame Bidot. Ceci étant, dans la territoriale, c'est finalement, si je prends uniquement mon parcours, parce qu'a priori c'est celui que je connais le mieux, on peut y arriver, mais effectivement il faut savoir où on veut aller, quoi. Mais à côté de ça, on a la chance, si toutefois ça ne nous plaît pas en cours de route, de pouvoir se réorienter sur d'autres métiers, sur d'autres missions, sur d'autres fonctions, si on veut. Le tout étant de passer des concours et surtout de les avoir, quoi. Je pense qu'il y a quand même une différence par rapport au secteur privé, si vous voulez, qui est le quotidien de ce que je connais. On n'a pas de concours pour ce qui le concerne. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de parcours privilégié pour être dans une fonction RH, si vous voulez. Je dirais qu'il y a la reconnaissance de capacité, probablement, enfin je l'espère du moins, que l'on a pu démontrer dans des exercices précédents sur d'autres métiers. Alors généralement, effectivement, parce qu'il y a une cohérence dans tout ça, lorsqu'on intègre une structure RH, pour nous, on a été auparavant directeur d'une agence plus ou moins importante parce qu'on a déjà fait des ressources humaines. Quand vous êtes directeur d'une agence de 14-15 personnes, vous avez à gérer l'effectif qui vous est confié. Donc on a commencé déjà là à faire une partie des RH. Après, pourquoi ça m'est tombé dessus, je suis incapable de vous dire, je ne sais pas. Probablement qu'à un moment, je devais correspondre au profil, sans doute. Mais oui, je ne sais pas, il n'y a pas de... non, j'ai pas de réponse là-dessus. Et c'est simplement parce que probablement que mon profil devait correspondre à ce moment-là, au moment T, à un métier qui devenait disponible. Mais on n'aura pas, si vous voulez, on n'aura pas de concours, on n'aura pas d'examen, on n'aura pas. C'est vraiment sur la connaissance. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la connaissance de nos collègues. C'est très très important de connaître nos collègues et leurs aspirations, et puis aussi leurs capacités pour justement pouvoir les faire évoluer. Maintenant, les structures RH chez nous sont très très petites. Il y a 670 salariés sur le département, on est 2, plus une assistante. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place.